Et ce matin, nous recevons Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui. Bonjour Michel Monvoisin. Yorana Ibrahim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la dernière fois que l'on vous a invité, ça fait quelques semaines, un peu moins de 2 mois, vous étiez presque au bord du gouffre. Vous ne compreniez pas que l'État, par exemple, qui vola au secours d'autres compagnies en Outre-mer, ne vous aidait pas à la hauteur, en tous les cas, de vos souhaits. Les choses se sont améliorées depuis? D'abord, merci de m'inviter de nouveau. J'ai l'impression d'avoir une carte de fidélité chez vous, Ibrahim. Oui, bien sûr. En fait, les discussions ont eu cours avec l'État. Alors, nous avons élaboré un dossier assez complet. Un dossier qui a été élaboré, bien sûr, avec les équipes d'Air Tahiti Nui, mais aussi celles du gouvernement et du Haut-Commissariat. Donc, ça a été un travail à trois. Et je tiens à les remercier tous pour leur contribution. Donc, le dossier est parti à Paris maintenant. Bon, il faut leur laisser le temps quand même de le découvrir. Je pense qu'on va rentrer maintenant dans le jeu des questions-réponses, mais je suis assez optimiste. D'accord, vous n'avez pas de garantie en tous les cas. Non, mais bon, aujourd'hui, la conjoncture, je pense que Paris a bien conscience de ce qui se passe. De toute manière, le transport aérien est impacté. Vous avez parlé de mes confrères, mais il est fortement impacté de partout dans le monde. La recrudescence des variants a mis de nombreuses compagnies aériennes au sol, pas seulement en Europe, mais également un peu de partout dans le monde. En 2020, les pertes de la compagnie se chiffraient à 8 milliards. Clairement, il vous manquera combien pour équilibrer vos comptes? Écoutez, ça fait partie du dossier. C'est des discussions. Bon, pour le moment, je vous permettrai de réserver les discussions avec l'État et le pays. On aura comme vous m'invitez souvent, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais c'est un dossier aujourd'hui. Mais surtout, alors, c'est bien aussi de parler d'Air Tahiti Nui, mais enfin, faut comprendre que c'est l'ensemble de l'industrie touristique qui est impactée. Hein. Je veux dire, moi, je rencontre souvent en ce moment l'industrie. C'est les hôtels, les pensions de famille, les prestataires d'activités. Enfin, je crois que l'urgence en ce moment, puisque le dossier ATN est en cours, mais l'urgence en ce moment, c'est ce qui est attendu. C'est le ciel, c'est de réouvrir les frontières, les frontières. Parce qu'en ce moment, quand même, faut comprendre, on a entendu le président Biden, vous en parliez, les Américains, il a annoncé que les Américains, 70% du peuple américain serait vacciné fin mai. On peut encore sauver la haute saison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important, on peut la sauver. Ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il nous précise une date et des conditions de réouverture. C'est ce dont la profession a besoin, parce qu'on peut vendre la haute saison, on peut encore la sauver. C'est vraiment important qu'on ait ces annonces. Le pays, en tous les cas, a avancé une date, une période. Le mois de mai, ça ne vous rassure pas? Si, parce que c'est une volonté forte du président. Mais on a besoin maintenant d'une confirmation. En fait, c'est toute la distribution, tous nos revendeurs de partout qui l'attendent. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils ont arrêté de nous vendre. Les tour opérateurs américains ont arrêté de nous vendre, en métropole également. Ils attendent effectivement des précisions, parce qu'en fait, un tour opérateur, il prend un engagement. Il est responsable de sa vente. Donc, il ne le fera pas tant qu'il n'aura pas une date précise. Alors, vos plans de vol ont été, c'est le moins que l'on puisse dire, quelque peu contrariés. Le Japon ne rouvrira pas avant juillet. On pouvait penser que les Jeux Olympiques allaient changer quelque chose. Et puis, le gouvernement japonais, on le sait, a fait savoir que les Jeux vont se dérouler sans spectateurs étrangers. C'est une première. Ah oui, ça c'est une première et je pense que c'est une décision qui appartient au Japon. Je vais pas la commenter. On comptait dessus effectivement pour la réouverture du Japon et comme vous le disiez, ils ont en plus annoncé que même les Paralympiques se feraient dans le même cas, de la même manière que les Jeux Olympiques, ce qui veut dire que pas avant fin septembre. C'est-à-dire ils ouvriront pas. Donc nous aujourd'hui, on y croit plutôt. La Nouvelle-Zélande et le Japon, on pense qu'ils se réouvriront pas avant la fin de l'année. Donc dont acte. Quelle visibilité, du coup, vous avez aujourd'hui? La visibilité, on l'a sur aujourd'hui les routes qu'on aimerait voir se réouvrir rapidement, c'est les États-Unis, bien sûr, et puis la métropole, parce que ce sont quand même nos premiers marchés. Après, c'est pour ça qu'on a, avec les décisions qui ont été prises par le Japon et celles qu'on voit arriver avec la Nouvelle-Zélande, c'est ce qui nous a motivés à expédier un avion dans le désert en Arizona, puisque les routes Japon et Nouvelle-Zélande consomment une machine, à elle toute seule. Alors avec les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, puis l'attente, donc on l'aura compris, que vous avez par rapport à l'État, on était amené à penser que socialement, par exemple, ça allait être difficile chez vous, que vous prépareriez des plans de licenciement. C'est pas le cas. C'est pas le cas grâce à l'intervention du gouvernement. Hein. Le DIES, il faut le dire clairement, le DIES a sauvé un plan social, bien sûr. Alors la contrepartie, c'est effectivement le personnel
puisqu'on a mis quand même, on les a tous mis au dièse entre 50 et 100% d'inactivité. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre, mais je pense que le personnel quand même soucieux de sa compagnie. Et vous savez, les compagnies aériennes, c'est fait pour voler, donc ce que le personnel attend, c'est de revoler. Je crois que c'est leur motivation profonde, elle est là, surtout les navigants. Eux aussi attendent fortement ces décisions de réouverture, parce qu'en fait, leur vie, c'est de voler. Alors, toute votre flotte est présente ici, sauf un avion qui se trouve dans le désert américain, c'est ça? Oui, ce que je disais précédemment, on a pris la décision de coconner un avion dans le désert de l'Arizona, tout simplement parce qu'on pense qu'on n'en aura pas l'utilité d'ici la fin de l'année. D'accord. Et là-bas, il est quoi? Il est entretenu, il vole? Bien sûr, bon déjà il est coconné. Alors déjà la différence entre pourquoi on l'a envoyé dans le désert et pourquoi la plupart des avions sont stockés dans le désert, c'est un problème d'hygrométrie. Vous savez, là, il y a un air qui est très sec. Ici le problème c'est que si l'avion reste au sol et ne bouge pas, donc il y a un problème d'humidité qui est fort, hein. C'est qu'ici un taux d'humidité élevé, il y a l'air salin. Donc là-bas dans le désert, ce sont des sociétés spécialisées en plus. Il est coconné, je veux dire, toutes les ouvertures sont obturées. Les hublots sont protégés, enfin comme son nom l'indique, coconné, il est mis dans un cocon. Dans un cocon. Et il est surveillé par des équipes de professionnels. Alors les voyageurs sont assez insensibles, on l'a vu, à la baisse des prix des billets d'avion. La crainte de voyager et de se retrouver bloqué quelque part est la plus forte. Bon, je pense que c'est la première des craintes, bien entendu, puisque on l'a vu, on est passé d'un confinement à une ouverture, à une nouvelle fermeture. Donc effectivement, la première crainte, en tout cas surtout sur les passagers nord-américains, parce que bon, à la limite, les Français sont moins soucieux, puisqu'ici on est en République. Mais un des gros soucis des Américains, c'était de venir et de ne pas pouvoir repartir. Ensuite, effectivement, il y a toutes les contraintes de voyager. Bon, il y a la peur d'attraper le virus, bien entendu. Et puis il y a toutes les contraintes, je dirais, administratives, les tests, présenter le nombre de contrôles qui sont réalisés. Bon, c'est un ensemble, mais à un moment donné, c'est sûr qu'en pleine pandémie, on peut mettre le prix qu'on veut. Le prix n'est plus un élément de motivation suffisant. Le passeport vaccinal, on en a souvent parlé ces derniers temps. Votre opposition, c'est quoi? Moi, je le soutiens, je l'appelle de tous mes voeux, parce que d'abord, ça facilitera les procédures d'embarquement. Parce que vous imaginez bien qu'en ce moment, entre les procédures sécuritaires habituelles, plus les procédures où il faut vérifier les tests, bientôt le vaccin, donc le passeport vaccinal, pour nous, c'est de la fluidité. Après, le vaccin est la solution. Moi, je soutiens effectivement, je pense que le président a raison, il faut effectivement avancer rapidement sur la vaccination. On a une étude de prévalence qui tape sur 25% de la population qui est immunisée pratiquement. Je pense que si on arrive à en vacciner 20 ou 30 000 de plus, on sera à une immunité probablement collective. Et ça changera complètement le fait de pouvoir accueillir des touristes ou même pour nous de voyager. Donc le passeport vaccinal, en ce moment, c'est un peu un synonyme de liberté de voyage. Alors, le mois de mai, donc, c'est l'espoir, en tous les cas, de voir les lignes rouvrir. C'est le souhait, en tous les cas, du pays. On attend la réponse de l'État. Si jamais on n'ouvre pas au mois de mai, vous, qu'est-ce que vous dites? C'est que ça va être encore plus difficile, que la saison est gâchée? Si on n'ouvre pas au mois de mai, effectivement, je veux dire, ce que je disais, les Américains vont vouloir voyager s'ils sont vaccinés après un an de confinement, enfin un an de déboire, confinement et autres à cause de la Covid. C'est sûr qu'ils voudront voyager. Si nous on n'ouvre pas, on va rater nos ventes, ils vont partir ailleurs. Et donc on va rater la haute saison. Si on rate la haute saison, on réouvrira pour la basse saison, ce qui fait que l'année 2021 sera probablement encore plus déficitaire. Quand je dis probablement non, elle sera plus déficitaire que l'année 2020. Donc elle sera plus difficile encore. 6 janvier, comme vous le dites, aura été un mois historique, le mois, autrement dit, où vous aurez le moins volé depuis que la compagnie existe. Comment vous qualifiez ce mois de mars? Là, c'est un vol par semaine. C'est comme si on était confiné pratiquement. Là, on fait vraiment que de la continuité territoriale avec des vols qui sont à 40%. Pour nous, on est confiné là en mars. Alors, c'est le même effet. Ouais. Le personnel, on en a parlé tout à l'heure. Il a fait des sacrifices, on peut le dire. Il est vraiment attaché à sa compagnie. Le personnel est très attaché à sa compagnie. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Tout très rapidement, on a commencé par baisser les salaires sur les premiers mois du confinement il y a un an
de l'ordre, c'était des efforts entre 20 et 30% sur les salaires. Ensuite, il y a eu le plan de départ avec 117 personnes qui sont parties, beaucoup d'anciens. Donc déjà, c'est une forme de sacrifice. Ceux qui sont restés ont pris une charge de travail supplémentaire, puisqu'on n'a pas remplacé ceux qui sont partis. On a encore baissé les salaires de 5%. Pour 3 ans, on a signé une baisse de salaire, le temps que la compagnie puisse revenir à l'équilibre. Donc les efforts ont été conséquents, mais vous l'avez dit, parce qu'il y a un fort attachement à la compagnie. Mais ce que veut aujourd'hui le personnel, c'est de reprendre son travail et reprendre une activité normale. Je pense que c'est la priorité de tous aujourd'hui. Alors, on ne sait pas ce que Paris va vous répondre, mais si jamais vous n'avez pas de réponse satisfaisante, vous serez obligé d'envisager un plan social. Non, le plan social n'est pas à l'ordre du jour, mais tant qu'il y a le dièse, aujourd'hui, nous, le gouvernement, on l'a vu, a reconduit le dièse systématiquement. Les inquiétudes sont maintenant plutôt du côté du pays, parce que le dièse, c'est quand même le pays qui paye. Quand c'est le pays qui paye, c'est quand même tous les Polynésiens également. Donc le budget du pays, faut plutôt s'inquiète un peu pour le budget du pays quand même, parce que ce sont des charges importantes. À l'échelle du pays, ce sont des charges importantes quand même. Donc en tous les cas, vous tenez bon, le personnel aussi, pas de licenciement en vue, donc vous attendez simplement le geste de Paris, comme il a pu aider d'autres compagnies régionales dans l'océan Indien par exemple. Oui, bien sûr, on l'a vu, ils ont aidé Corsair, Air Austral vient d'être aidé une deuxième fois, donc oui, c'est pour ça que je vous exprimais mon optimisme, et nous on est prêts, je m'attends à plusieurs questions, mais je suis prêt également à prendre l'avion, à aller rencontrer qui il faudra à Paris. Non, bien sûr, on est ouvert là-dessus, mais je garde une dose d'optimisme assez importante. Alors, je reviens à la charge concernant donc le manque à gagner, mais concrètement, il vous faudrait combien pour être tranquille? Alors, c'est une question sur laquelle, non, ça ne va rien dire. Je n'ai pas envie de jeter des chiffres pour jeter des chiffres et aller perturber l'ensemble des Polynésiens. C'est sûr qu'il faut comprendre quand même qu'en 2020, on a perdu 60% de notre chiffre d'affaires. On est passé de 31 milliards à 13 milliards. Si ça compte, sur la révision, on avait un budget pour 2021, on avait un budget optimiste où on remettait 70% du programme. Est arrivée la fermeture. Dû à cette fermeture, on a revu notre budget et on est reparti sur une nouvelle baisse de 45%, c'est-à-dire un prévisionnel de chiffre d'affaires autour de 9 milliards. Donc vous imaginez 31, 13 et 9. Une compagnie aérienne, elle a des charges fixes. En général, c'est du 50-50. On a essayé effectivement de baisser au maximum ces charges fixes. On a fait beaucoup d'efforts. Néanmoins, il y a des avions qui restent à payer. Il reste encore des infrastructures, il y a le personnel. Donc, voilà. Donc, tout ça, quand ça s'empile, et surtout, quand vous voyez les prévisions de l'IATA qui vous expliquent qu'on ne reviendra pas à la situation de 2019 avant 2025, donc les projections, elles sont, je dirais, malheureusement assez simples. C'est-à-dire qu'il faut tenir jusqu'en 2025, avec des pertes qui vont se cumuler. Et des pertes qui vont diminuer, on l'espère, à partir de normalement. À partir de 2022, le niveau de perte va baisser régulièrement. Mais 2020 plus 2021, on va être grosso modo, vous l'avez annoncé, 8,5 milliards. Sur 2021, ça pourrait approcher les 9,5 milliards, 10 milliards. Donc si on cumule, vous voyez le cumul des pertes que ça peut faire. Donc ces pertes, à un moment donné, il faut les récupérer. On est rentré dans la crise, on était solide. On avait une trésorerie importante, on avait 6 mois de chiffre d'affaires. Je vous laisse faire le calcul par rapport au 31 annoncé. Mais néanmoins, le cumul des pertes va faire qu'il y aura deux choses. Il y a la trésorerie dans la compagnie aérienne. La trésorerie, c'est ce qui nous permet de tenir. Et ce qu'on appelle la reconstitution des fonds propres, ça c'est réglementaire. À partir du moment où vous n'avez plus de fonds propres, il faut les reconstituer. Et c'est là-dessus aussi que vont également porter les débats avec l'État, d'où les augmentations de capital envisagées, puisqu'il faudra effectivement reconstituer nos fonds propres. Alors forcément, c'est des échelles qui sont sur plusieurs milliards. Sachant que ce qui est perdu ne se rattrapera plus. Ce qui est perdu est perdu. Et c'est un peu la critique qu'on a pu entendre en métropole et ici également sur les PGE. C'est que les PGE ont servi, en fait, on a emprunté du chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait. Le PGE, c'est les prêts garantis par l'État, donc nous a servi à emprunter du chiffre d'affaires qu'on a perdu. Et donc de nous aider à passer le cap en trésorerie. Mais bon, ce chiffre d'affaires, il est perdu, vous l'avez dit. Il est perdu et les pertes, elles sont là.
Michel Monvoisin, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Air Tahiti Nuit. La prochaine échéance importante pour vous, c'est quand? La réouverture des frontières, et on espère que ce sera le premier mai. Merci beaucoup. Merci Ibrahim.